Bonsoir à tous et bienvenue à ce 77 News, votre rendez-vous dominical qui revient notamment sur l'essentiel de l'actualité qui aura marqué cette semaine. L'image de la semaine, nous parlerons de cette jeune Gabonaise d'origine, élue députée de la 17e circonscription de Paris. Elle est dans la France insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon. La brève de la semaine, nous irons au Sénégal où les professionnels de la communication viennent enfin de voir le code de la presse adopté à l'unanimité par les parlementaires, ce qui contribue bien évidemment à mieux réglementer ce secteur d'activité. Le fait de la semaine, l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement de la force G5, une force qui va donc contribuer à lutter efficacement contre le terrorisme et l'instabilité au niveau du Sahel. La politique aura fortement marqué cette semaine. Pour preuve, 3 faits ont été retenus dans ce 77 News. D'abord, l'arrivée des analystes de la Cour pénale internationale qui ont rencontré les membres du gouvernement gabonais, mais également les acteurs de l'opposition gabonaise. Ensuite, le pays de l'arc-en-ciel qui va aujourd'hui couper le cordon ombilical avec le colon, alors que de vives tensions politiques, mais également des malaises économiques secouent actuellement le pays. Le changement de nom du pays préoccupe actuellement les Sud-Africains qui veulent aujourd'hui une nouvelle dénomination pour leur pays. Enfin, pour clore cette page politique, nous irons au Nigeria où les jeunes de ce pays admiratifs devant l'élection d'Emmanuel Macron en France souhaitent également une alternance au sommet de l'État. Le fait sécuritaire, cette semaine, nous reviendrons sur l'attaque terroriste du campement de Kangomba où des pertes en vie humaine ont été déplorées. 2 Gabonais également ont péri au cours de cette attaque. Le fait économique, nous irons au Bénin avec le coton ouest-africain qui connaît actuellement une véritable embellie avec 451 000 tonnes récoltées cette année. Le coton contribue énormément à l'essor de l'économie béninoise. L'environnement n'est pas en reste cette semaine. 23 nouveaux sites intègrent actuellement le réseau mondial des réserves de biosphère et vont contribuer également au soutien de la science et au développement. Le fait sanitaire, nous reviendrons sur l'audit qui a donc été initié ou encore la validation sur cet atelier de l'audit initié au ministère de la Santé publique. Après le fait justement sanitaire, nous reviendrons également sur ce fait, sur 2 faits culturels, à savoir d'abord au Burkina Faso, nous parlerons de ce film du réalisateur Saint-Pierre Yaméogo qui retrace l'exode des Burkinabés en 2002 en Côte d'Ivoire. Et nous irons par la suite au Mali où Youlou, titre d'un film, reviendra essentiellement sur une jeunesse africaine sacrifiée face à la drogue. Voilà donc présenter la quintessence de ce 77 News de ce soir. Je vous retrouve dans quelques instants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Merci encore d'être en notre compagnie. Je ne suis pas seule pour démarrer ce 77 News. Je suis avec Michel Teni. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire de ce 77 News, nous revenons donc sur cette actualité de notre compatriote Daniel Obono, justement, d'origine gabonaise, qui a été élu député à la 17e circonscription de Paris en France. Alors, bonsoir Michel. Bonsoir Patricia. Cette actualité, c'est quand même un honneur pour le Gabon. Effectivement, Patricia, il est important de souligner que Daniel Obono est une compatriote gabonaise. D'office, elle est franco-gabonaise et donc elle a été élue à la 17e circonscription de Paris. Elle fait partie de la gauche radicale, partie de Jean-Luc Mélenchon, celui qui était candidat à l'élection présidentielle en France. Et donc, elle est élue avec alors, ce parti a également 27 députés quand même. Députés. On parle ici de la France insoumise. Elle fait partie du parti de Jean-Luc Mélenchon qui est de la France insoumise. Et donc, pour dire que effectivement, Daniel Obono fait honneur à l'Afrique et c'est déjà, on va dire, un honneur pour l'Afrique et pour le Gabon, étant donné que la France montre ici l'ouverture. C'est une politique un peu plus colorée. La France veut montrer également combien de fois les Arabes, les Noirs
et les Français d'origine peuvent être des acteurs dans la société française. Alors, Michel, peut-être une dernière question par rapport à cela. La communauté africaine, c'est sûr que c'est également une fierté pour eux. Une Africaine, est-ce qu'aujourd'hui elle peut être soutenue par cette communauté africaine? Vous savez qu'en Afrique, le point fort, c'est la solidarité, c'est la fraternité. Et elle n'est pas la seule à être élue. Il y a des Centrafricains, il y a des Burkinabés qui ont été élus également députés. Et donc, c'est vraiment une fierté pour l'Afrique que Daniel Obono soit élu député à la 17e circonscription de Paris, Patricia. Merci infiniment, Michel Tséni, pour ces précisions. La suite, à présent, avec la brève de la semaine, nous allons au Sénégal où les professionnels des médias sont aujourd'hui heureux de constater justement qu'après un long combat, eh bien, le Code de la presse a été adopté à l'unanimité par les parlementaires de ce pays. Une fierté encore pour les médias sénégalais. En outre, nous suivons ce reportage signé Michel Tséni. Après un combat mené par les journalistes et professionnels des médias, il est enfin là. Le nouveau code de la presse a été adopté par les députés à l'unanimité, défendu à l'hémicycle par le secrétaire d'État à la communication Yaka Mbaye et le ministre de la Culture et de la Communication Mbaye Ndiaye. Le nouveau code de la communication a le mérite de définir les critères de la profession de journaliste et participe à l'assainissement de ce secteur ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la presse. Selon ce document, est journaliste toute personne qui a subi une formation en journalisme pendant 3 ans dans une école reconnue, celle qui dispose d'une licence dans une branche autre que le journalisme et qui a eu 2 ans d'expérience, ou encore une personne formée sur le tas ayant acquis une expérience d'au moins 10 ans. Autre avantage, la subvention à la presse est désormais destinée aux entreprises de presse. Yaka Mbaye juge que l'impact économique du nouveau code est énorme. Le texte, signale-t-il, institutionnalise et cadre l'entreprise de presse, d'autant qu'il parle des dispositions qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions d'existence des journalistes. Par ailleurs, Yaka Mbaye a annoncé que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel sera remplacé par une entité dénommée Autorité de régulation de l'audiovisuel. Alors bonsoir Michel, justement on vient de suivre ensemble ce nouveau code de la presse au niveau du Sénégal. Alors c'est peut-être revenir, que prévoit ce texte? Il faut dire que le texte a pour but de réglementer le code, la profession de journaliste au Sénégal. Et ce qu'on peut retenir, c'est que désormais, pour être journaliste au Sénégal, il faut être détenteur d'un diplôme sorti d'une école, notamment d'une école de communication ou de journalisme. Et pour des personnes qui ont fait la formation, qui ont fait d'autres formations comme psychologue, mathématicien ou médecin et qui se retrouvent dans la profession, doivent être d'abord détenteurs d'une licence, donc Bac+3, et ensuite avoir 2 ans au sein d'une rédaction. Et donc, vous me posez ceux qui ont appris sur le tas. Bon, il est question aujourd'hui par rapport au nouveau code de la presse au Sénégal que ce dernier ait une expérience suffisante de 10 ans minimum pour prétendre être journaliste désormais au Sénégal. Alors aujourd'hui, c'est une satisfaction pour les journalistes sénégalais? Bien, le constat il est mitigé. D'autres saluent cette action, cette initiative, parce que c'est un projet qui a été tant attendu par ces professionnels des médias. D'abord, c'est une satisfaction, mais ensuite, il y a des pénalités que les journalistes vont subir parce que ce texte, ce texte, prévoit des censures, de l'autocensure envers des professionnels des médias. Et donc, comme ça, la situation reste mitigée par rapport à ce nouveau code de la presse au Sénégal.
Merci infiniment, Michel Tseni, pour toutes ces informations. À présent, la force G5 antiterroriste Sahel va être déployée dans quelques mois. Cette force a été donc approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, elle contribuera bien évidemment à lutter efficacement contre le terrorisme, mais également l'instabilité dans la région. Suivant ce reportage d'Armstrong Angaya. Au bout de 15 jours de négociations très difficiles, le Conseil de sécurité a finalement approuvé à l'unanimité le déploiement de la force antiterroriste du G5 Sahel. Une fois déployée, celle-ci va lutter contre le terrorisme, l'instabilité dans la région et contribuer au finish à la sécurité et au maintien de la paix dans le reste du monde. Malgré la réticence des Américains à voter la résolution, le Conseil de sécurité aura gagné le pari en faisant front commun, qui a donc abouti à un soutien politique et légal du déploiement de la force. Toutefois, ce soutien reste très prudent puisque la question du financement de cette force est renvoyée à l'organisation d'une conférence des donateurs. Pour Issa Konforo, ambassadeur du Mali à l'ONU, ce dernier affirme, je cite, « Cette guerre, c'est la nôtre et nos chefs d'État ont décidé d'être à la ligne de front en mettant leurs efforts en commun et leurs moyens. Nous avons besoin de l'appui international. Nous allons rapidement nous mettre en relation avec le secrétaire général des Nations Unies pour voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement organiser cette conférence internationale. » Fin de citation. Ce sera la prochaine étape. Et les Africains comme les Occidentaux comptent bien rappeler aux Américains qu'ils ont levé la main pour approuver le déploiement de cette force. Alors, ce reportage a donc été signé Armstrong Angaya. Sur cette question de la force G5, nous recevons également sur ce plateau, bienvenue Nelkem. Bienvenue Nelkem, bonsoir. Bonsoir Patricia. Alors justement, d'entrée de jeu, G5, la force G5 Sahel, qu'est-ce à dire? Le G5 Sahel, c'est le groupe de ces 5 pays qui constituent un espace regroupant la plus grande concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement. Donc ces 5 pays sont le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, comme je le disais, et la Mauritanie. Donc tous ces 5 pays sont homogènes sur le plan de leurs caractéristiques physico-naturelles, de leurs indicateurs de développement socio-économique et aussi homogènes par leur histoire, la géographie et la culture, ou même d'un point de vue géopolitique. Donc le G5 Sahel, créé par les Sahéliens eux-mêmes, apparaît indéniablement comme la meilleure approche, le dispositif idéal d'intégration et d'opérationnalisation des actions de résolution des problèmes du Sahel par ceux qui en sont concernés au premier chef, mais aussi et surtout l'instrument adéquat de coordination de toutes les initiatives en faveur du Sahel. Aussi, l'un des principes directeurs de son action, c'est d'allier toutes ces interventions, c'est-à-dire la sécurité et le développement, et de privilégier les zones transfrontalières enclavées, à faible densité humaine, avec une faible présence de l'État et de ses partenaires, caractérisés par des indicateurs socio-économiques très bas, situant généralement en dessous des moyennes nationales. Donc le G5, Patricia, est perçu comme le bon format et la bonne échelle pour traiter des questions spécifiquement sahéliennes, notamment celles liées au terrorisme. Alors aujourd'hui, il faut dire quand même que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité justement ce déploiement. Effectivement, Patricia, au bout de 15 jours de négociations que je qualifierais de très difficiles, la France et les États-Unis sont finalement parvenus à trouver un accord sur la formulation de la résolution qui a été présentée mercredi dernier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Conseil de sécurité a finalement approuvé à l'unanimité, comme vous l'avez dit, le déploiement de la force antiterroriste G5 Sahel. Donc la France salue le déploiement de la force africaine anti-djihadiste par la voix de Jean-Yves Le Drian. Et le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina qui constituent ce groupe, toutefois, ont reçu ce mandat délivré par l'ONU et de 5000 soldats qu'ils proposent mettre à leur disposition. Mais seulement au final, ce qui sera probablement déterminant, c'est le financement de cette force. Vous savez, l'argent a toujours été le nerf de la guerre. Donc à ce stade, seule l'Union européenne a annoncé un soutien de 50 millions d'euros. Le Conseil de sécurité a demandé un délai pour étudier cette question en détail. Mais les pays du G5 Sahel ayant pris conscience, Patricia, des défis sécuritaires et
des développements notamment qui s'opposent à eux ont décidé de se mettre ensemble, comme on dit l'union fait la force, ils ont décidé de se mettre ensemble pour lutter contre la désertification, l'insécurité alimentaire, le défi démographique, la migration illégale de la jeunesse, la pauvreté sous toutes ses formes, la promotion des femmes, les effets du changement climatique, le mal du développement et la malgouvernance notamment. Et sans oublier le terrorisme et le crime organisé. Le dernier né et le plus pernicieux, j'y arrive, des défis sahéliens, donc lutter contre le terrorisme. Voilà donc mercredi dernier, les Africains, les Occidentaux et les Américains ont levé la main pour approuver le déploiement de cette force G5 Sahel. Merci et bienvenue Nelkem pour ces informations. À présent, le fait politique, eh bien, nous repartons au Gabon pour signaler justement que les experts, notamment 4 analystes de la Cour pénale internationale, étaient en mission au Gabon. Une mission qui a duré 2 jours. Il était question pour ces analystes de revenir justement sur les faits qui ont marqué l'élection présidentielle du mois d'août 2016. Revenons sur ce reportage. Les 4 analystes de la CPI étaient ponctuels pour cette séance de travail avec les ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et de la Communication. Présents sur le territoire national à la demande du gouvernement gabonais depuis hier, les membres de la délégation de la CPI ont examiné avec les membres du gouvernement les questions liées aux violences post-électorales de 2016. Cette mission dans le cadre d'un contexte et d'une procédure déterminée, Madame le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a envoyé cette mission au Gabon à la suite du renvoi du gouvernement de l'État gabonais des violences post-électorales qui se sont déroulées à Libreville et dans l'ensemble du territoire gabonais. Nous avons des méthodes et des procédures et nous devons suivre le statut de Rome qui a créé la CPI et le Gabon est à partie, c'est-à-dire de venir vérifier, recouper les informations que nous avons reçues du gouvernement, mais aussi de l'opposition, de la société civile par rapport à ces violences. La question majeure, c'est de répondre et de savoir, sommes-nous compétents pour ces violences, pour les crimes qui ont été commis. Selon les membres de cette délégation, il n'est pas question ici d'ouverture d'enquête. Il ne s'agit pas d'une enquête. La CPI n'a pas ouvert une enquête. Madame le procureur a envoyé ses spécialistes de l'analyse, dont le chef est là, pour voir chaque détail de ce qui nous a été envoyé. La source est une source fiable. L'information qui m'a été communiquée sur les crimes qui ont été commis, est-ce que c'est une information réelle? Les crimes dont on parle et ces violences ont-elles été vraiment commises? Qui les a commis et dans quelles circonstances? Et tout cela dans une démarche indépendante, impartiale. Les 4 analystes ont aussi rencontré les membres de l'opposition et les représentants de la société civile dans l'après-midi. Voilà donc ce reportage qui était consacré aux analystes de la Cour pénale internationale qui étaient au Gabon. Je le rappelle, ils étaient au Gabon pour une mission qui a donc duré 2 jours et ces analystes sont repartis le jeudi après-midi, comme vous avez constaté dans ce reportage que vous avez pu suivre. Toujours justement sur cette actualité, eh bien, nous recevons sur ce plateau Marie-Angèle Ngono qui va revenir de long en large sur cette actualité. Alors, Marie-Angèle, c'est peut-être édifier encore les téléspectateurs sur la présence de ces analystes de la CPI au niveau de Libreville au Gabon. Effectivement, Patricia, il faut dire que les 4 analystes envoyés par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale étaient arrivés au Gabon mardi à Libreville où ils ont séjourné pendant 2 jours. Et il s'agissait pour ces membres de la délégation de la CPI de revenir sur les violences qui ont marqué l'élection présidentielle d'août 2016 au Gabon. Il faut d'ailleurs rappeler que cette délégation était au Gabon à la demande du gouvernement gabonais et les analystes ont donc rencontré mercredi matin quelques membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et celui de la Communication également. Ils ont aussi échangé pendant près de 3 heures d'horloge avec ces membres du gouvernement, et ce qui dénote donc de l'importance du sujet. Et dans l'après-midi de ce même jour, c'est-à-dire mercredi, donc, la délégation de la CPI a rencontré les membres de l'opposition et de la société civile également. Donc, les analystes de la CPI ont pu rencontrer la majorité, le gouvernement, l'opposition et la société civile pour avoir un regard
plus profond sur toutes les informations dont il justement à cette élection présidentielle du mois d'août 2016. Alors peut-être revenir aussi au sortir de ces échanges, puisque vous l'avez souligné, les membres de la CPI ont rencontré d'une part les membres du gouvernement, la société civile, l'opposition gabonaise. Qu'est-ce qui ressort justement de ces échanges? Il faut préciser, Patricia, que les analystes n'étaient pas venus diligenter une quelconque enquête. Donc, comme ils l'ont d'ailleurs signifié aux médias, il était question pour eux d'écouter toutes les parties et sur la base de l'article 53 du statut de Rome, voir s'il existe une base raisonnable pour croire que des crimes relevant de la CPI, notamment crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre ont été commis au Gabon pendant cette période. Et si ces crimes font l'objet d'enquêtes ou de poursuites par les autorités compétentes, et également si les procédures peuvent être qualifiées de véritables ou si ces crimes éventuels sont d'une gravité suffisante pour justifier de l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale. En un mot, il était tout simplement question pour les analystes de la CPI d'examiner en toute connaissance de cause et objectivité si les informations en leur possession nécessitent l'ouverture d'une enquête au regard des critères précités. Donc, la mission de ces experts s'est achevée jeudi et il ne reste plus qu'à attendre les conclusions et cela prendra le temps qu'il faudra par les autorités de la CPI et c'est donc ce qu'on peut retenir comme ça de cette mission au Gabon parce que certains pensaient que la CPI arrivait pour ouvrir directement une enquête, c'était tout simplement pour avoir une large ouverture, effectivement. Merci Marie-Angèle, mais vous ne partez pas, nous restons avec vous pour voir le volet sécuritaire qui aura donc marqué également cette semaine. Eh bien, cela s'est passé au Mali, le campement Kagamba, justement, a été le lieu d'une attaque terroriste, une attaque qui a enregistré près de 9 morts. Parmi les morts, il y a eu 2 Gabonais. Revenons sur cet élément de Marie-Angèle Ngono. Tout comme le Zimbabwe ou encore la Namibie, l'Afrique du Sud ambitionne changer de nom. Le débat a été ouvert par le ministre de la Culture lors d'une conférence nationale du Congrès national africain, ANC. Nati Mouetoua a apporté son point de vue sur la question soulevée par une résidente de Molweni qui a jugé inacceptable qu'un pays indépendant continue de porter le nom que lui a désigné le colon. En effet, il est inconcevable pour le membre du gouvernement que le nom d'un pays se réfère juste à sa situation géographique et non à son histoire, estimant que c'est aux Sud-Africains de faire des propositions sur le nom que leur pays devrait porter. Le président de la Convention des peuples africains, Themba Godi, a déjà sa petite idée sur la question. Il propose notamment le nom d'Azalia. Toutefois, il faudra encore convaincre certaines branches de l'opposition et de la société civile. Si elles reconnaissent que le débat est légitime, elles estiment cependant que ce n'est pas le moment adéquat pour le faire en raison de la crise économique que traverse le pays. Cette problématique pourra engendrer des dépenses et des efforts inutiles. Depuis la fin du régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud s'est engagée dans une nouvelle politique d'appellation de ses rues, villes et même provinces. Voilà, nous sommes allés un peu plus vite en besogne. Eh bien, nous étions encore sur les faits politiques, puisque je vous l'ai dit au sommaire de ce 77 News, nous en avons 3. Eh bien, là, nous étions en Afrique du Sud, où justement les Sud-Africains souhaitent aujourd'hui changer le nom de leur pays. À cet effet, Michel Tseni, vous qui êtes là justement et qui avez fait ce sujet, aujourd'hui, les Sud-Africains souhaitent changer le nom de leur pays. Pourquoi? Il faut dire, Patricia, que ce changement de nom... c'est une discussion récurrente en Afrique du Sud et donc le débat a été soulevé par le ministre de la Culture qui souhaite désormais que le pays change de nom parce que ce nom, dit-il, ce nom, voilà... ce nom lui fait référence voilà, non pas à l'histoire du pays. L'Afrique du Sud fait plutôt référence à la situation géographique du pays. Et donc, pour le ministre de la Culture, il n'est pas question qu'un pays puisse se référer à sa situation géographique. En plus de cela, il y a le fait que ce nom a été hérité du colon. Et donc, il est question aujourd'hui pour le ministre de la Culture de couper le cordon entre le colon et l'Afrique du Sud. Alors peut-être avoir aussi quelques positions des principaux Sud-Africains qui optent aussi pour ce changement de nom. Et donc,
quelques-uns oui, comme ça. voilà. L'ANC, le principal parti au pouvoir, ne s'est pas encore prononcé. Il souhaite comme ça se prononcer lors d'une assemblée générale du parti. Mais les partis de l'opposition voient en cette initiative déjà une instrumentalisation politique, d'autant plus que des élections générales auront lieu en décembre 2017. Et pour la société civile, bien que il salue cette initiative, il souhaiterait que les Sud-Africains eux-mêmes puissent avoir le choix du prochain nom de leur pays. Et donc, le nom qui revient à chaque fois, c'est Azania. Alors peut-être, est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences pour une telle action? Bien, il faut comprendre qu'une telle initiative pourrait bel et bien avoir des conséquences dans la mesure où, dans le sens économique déjà, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud traverse comme ça une crise, une forte récession de l'économie. Et ensuite, il y a le plan politique. Le plan politique parce que le président actuel, Jacob Zuma, est très controversé, d'abord dans son parti, l'ANC, et également au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, il est question aujourd'hui de changer de nom. Mais pourquoi? Faut-il véritablement changer de nom aujourd'hui alors que d'un côté, on a l'économie qui bascule et la politique qui vacille? On ne sait pas à quel sens se vouer. Et donc, il est question aujourd'hui pour l'Afrique du Sud de bien réfléchir avant d'initier un tel projet. Merci Michel Tseni pour toutes ces précisions. Attendons donc voir la suite de cette histoire en Afrique du Sud. Nous restons toujours et enfin sur le volet politique, notamment avec ce fait politique. Eh bien, nous allons au Nigeria. Il s'avère que les jeunes de ce pays ont donc admiré l'élection présidentielle qui s'est déroulée en France. L'élection qui a été remportée par Emmanuel Macron. La jeunesse nigériane entend également s'impliquer ou encore prendre l'exemple de la France pour pouvoir aujourd'hui exiger de changer, pourquoi pas, les choses au niveau du sommet de l'État nigérian. Suivant ce reportage de Marielle Biogou. L'effet Macron, c'est ce phénomène qui, selon plusieurs analystes, permet aujourd'hui d'emboîter le pas à la France. En effet, c'est la première fois qu'un président aussi jeune entre à l'Élysée. Et pour l'Afrique, continent très observateur de la vie politique française, il est temps que le vent Macron souffle sur ses États. Une vision généralement soutenue par la jeunesse africaine qui pense que le temps est au renouvellement de la classe politique. L'Afrique ayant pendant longtemps été comparée à ce continent dont les dirigeants, souvent âgés, s'accrochent au pouvoir. Au Nigeria, un pays qui connaît une certaine alternance au sommet de l'État, des voix s'élèvent dans ce sens alors que la présidentielle n'est prévue qu'en 2019. Pour plus d'un électeur de ce géant anglophone d'Afrique de l'Ouest, le penchant pour cette élection serait d'avoir des candidats jeunes de moins de 50 ans et non affiliés aux partis politiques traditionnels. C'est du moins ce qu'a rapporté un récent sondage réalisé sur un échantillon de 1000 Nigérians représentatifs des 6 zones géopolitiques du pays par l'Institut Neupolz. Cette étude montre que 64% des sondés ont une préférence de vote pour des candidats âgés entre 40 et 50%. À l'inverse, ils ne sont que 15% à être intéressés par des candidats âgés de 51 à 60 ans. Cette volonté des populations nigérianes pourrait se comprendre du fait de l'état de santé fragilisé de l'actuel président Muhammadu Buhari, âgé de 72 ans. Outre le fait que la valeur n'attend point le nombre d'années, les populations nigérianes pensent qu'un candidat jeune pourra allier jeunesse, énergie et maturité. Alors sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Marielle Biogou. Marielle, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est votre sujet justement que nous venons tous de suivre. Quelle analyse peut-on faire aujourd'hui de ces résultats? Mais écoutez Patricia, d'abord signifier que cette étude a porté sur un échantillon de 1000 personnes sur les 6 grandes zones géopolitiques de l'État fédéral du Nigeria. Il faut dire que certains observateurs jugent d'insignifiant parce qu'on a quand même une population qui avoisine les 200 millions d'habitants du côté du Nigeria
Nigeria, mais il n'en est rien parce que effectivement, on a pu voir une frange de la population s'exprimer à travers cette étude. Et il ressort que la majorité de cette population-là qui a été interrogée voudrait voir un candidat jeune aux prochaines élections, aux prochaines consultations électorales qui auront lieu en 2019, et voir également un candidat indépendant, d'où l'effet Macron. L'effet Macron qui a été d'une façon assez un peu mal interprété sur le continent africain du fait de l'âge de la première dame française et de son époux, mais politiquement parlant, l'effet Macron renvoie à cette jeunesse du candidat Macron. Il faut le rappeler, Patricia, c'est le plus jeune président français à entrer à l'Élysée et donc il inspire plus d'un. En Afrique, c'est normal parce que on est un peu habitué de voir à la tête de nos États africains, excusez-moi, des présidents qui s'accrochent un peu au pouvoir et qui, au terme d'une longue vie, un peu au pouvoir, vieillissent là et finissent par mourir. D'où on comprend le souci des Nigérians parce qu'il faut le rappeler, Muhammadu Buhari, qui est le numéro 1 de l'État nigérien, a 73 ans et il n'est pas dans sa plus grande santé. Il est naturellement du côté de la Grande-Bretagne pour des soins médicaux et donc on comprend là, on va dire, on comprend la motivation de ces populations de voir finalement aux prochaines consultations électorales plus de candidats jeunes, plus de jeunes s'intéresser à la chose politique, un peu à l'image d'Emmanuel Macron, le nouveau président français. Non seulement ce point-là de la jeunesse du président français, mais également le point du candidat indépendant qu'il a été. On sait que le mouvement En Marche se dissociait de ce qu'on avait pour parti politique en France, comme on pouvait appeler les partis traditionnels, la gauche et la droite. Et donc au Nigeria, certaines populations se disent qu'il faudrait également franchir ce cap-là. Donc délaisser un peu ces partis traditionnels pour avoir des candidats indépendants, des candidats qui reflètent finalement les espérances de ces populations nigérianes et des candidats qui sont jeunes. Alors franchir ce cap, comme vous dites, est-ce que le Nigeria est aujourd'hui prêt à emboîter le pas à la France? Mais écoutez Patricia, j'ai envie de dire qu'il faudrait attendre après les élections de 2019 pour répondre à ces questions. Mais déjà, certains observateurs pensent que il pourrait effectivement franchir ce pas parce que, comme je le disais, l'effet Macron souffle effectivement sur le continent africain et on voit l'envie, la motivation de ces populations de voir la classe politique en général en Afrique se renouveler et un sommet de l'État qui est assez rajeuni. On peut déjà saluer l'alternance au sommet de l'État du côté du Nigeria. On a vu avec les différents présidents qui se sont succédés, il n'y a jamais vraiment eu de guéguerre pour passer à la tête de l'État, mais il faut dire que le seul bémol, c'est que la loi ne prévoit pas de candidature indépendante. Donc pour ce point-là quand même, le rêve reste un peu une utopie, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que on pourrait avoir des candidats jeunes à cette élection de 2019 et peut-être aussi pour des élections comme les locales, les sénatoriales, etc. Mais de voir des candidats indépendants, il faudrait donc un remaniement de la loi électorale du côté du Nigeria. Merci Marielle Biyogou pour ces informations. Eh bien, nous partons sur le fait sécuritaire. Comme nous sommes allés un peu plus vite en besogne, eh bien, nous repartons au Mali justement pour parler de cette attaque qui a eu lieu dans la semaine au niveau du campement Kagamba. Une attaque qui a occasionné près de 9 morts. Parmi ces 9 morts, il y avait 2 Gabonais. Suivons ce reportage de Marie-Angèle Ngono qui revient sur les faits. Il s'agit d'une franco-gabonaise tuée par balle, d'un militaire malien et d'un soldat portugais, membres de la mission de l'Union européenne qui ont été identifiés, selon le ministère malien de la Sécurité et la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini. Des recherches étaient toujours en cours ce lundi pour retrouver un ressortissant français porté disparu après l'attaque. 36 otages retenus par les assaillants ont pu être libérés par les forces spéciales maliennes. Et jusqu'à ce lundi soir, il n'y avait pas encore de revendication. Mais le ministre malien de la Sécurité a confirmé qu'il s'agit bien d'une attaque djihadiste. 5 terroristes ont été capturés, a indiqué le général Salif Traoré. Depuis l'attentat du Radisson Blu en novembre 2015, le Mali a mis sur pied une force de réaction rapide, les Forçats, qui ont permis d'éviter plus de victimes. En effet, dans l'après-midi de dimanche, 2 petits groupes de djihadistes ont pris d'assaut le campement Kangaba, situé dans la banlieue de Bamako, la capitale, un site prisé par les touristes occidentaux. Selon des témoins, les assaillants seraient arrivés en voiture et à moto par 2 endroits distincts. Cette attaque intervient 9 jours après un avertissement sur des menaces d'attaque à Bamako contre des missions diplomatiques occidentales
des lieux de culte et des sites fréquentés par les Occidentaux. Un avertissement adressé par l'ambassade américaine à ses ressortissants, leur demandant d'éviter les lieux peu sécurisés, les églises, les restaurants et les hôtels. Alors, Marie-Angèle, le Mali, malheureusement, une fois de plus, vient d'être touché par des actes de terrorisme. C'est peut-être revenir dessus également? Effectivement, Patricia, c'était le 18 juin en fin d'après-midi que des hommes armés ont pris d'assaut le campement Kangaba, un site très prisé par les touristes occidentaux situé dans la banlieue de Bamako, la capitale. Le bilan final fait donc état d'au moins 9 morts et une personne est jusqu'à aujourd'hui encore portée disparue. Un hommage a d'ailleurs été rendu aux victimes hier samedi. Une minute de silence a été observée et des dizaines de bouquets de fleurs ont été jetés sur les lieux de l'attaque pour ce dernier hommage donc aux victimes. Et aujourd'hui, Hervé Depardieu, qui est le propriétaire des lieux, se demande s'il faut partir ou bien rester ou pas, puisque la mise en place des mesures de sécurité s'impose et c'est là un véritable coup dur pour le tourisme au Mali. Alors, Marie-Angèle, on constate quand même qu'il y a eu moins de victimes que lors de l'attaque du Radisson Blu, par exemple. Effectivement, il faut dire que le campement est un petit village éparpillé sur les collines verdoyantes et c'est ce qui a un tout petit peu rendu difficile la tâche des forces spéciales antiterroristes maliennes. Mais il faut dire que 36 otages retenus par les assaillants avaient pu être libérés, 5 terroristes capturés et selon le général Salif Traoré. Et depuis l'attentat du Radisson Blu en novembre 2015, parce que le Mali a mis sur pied, comme je l'indiquais dans le reportage, une force de réaction rapide, les Forsats, qui ont donc permis d'éviter plus de victimes. Il faut également dire que cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance de djihadistes dirigée par le chef islamiste Touareg Eyag Agali. Est-ce qu'on peut parler d'une surprise concernant cette attaque, Marie-Angèle? Oui et non. Et on va commencer par le non. Non, parce que 9 jours avant cette attaque, l'ambassade américaine au Mali avait averti ses ressortissants sur des menaces d'attaque à Bamako contre des missions diplomatiques occidentales, des lieux de culte, des sites fréquentés par les Occidentaux. Elle demandait donc aux Américains d'éviter les lieux peu sécurisés, notamment les églises, les restaurants et les hôtels. Et le département d'État conseillait de ne pas se rendre au Mali. Donc, ce n'était vraiment pas une surprise. Et oui, une surprise peut-être parce que le site de l'attaque n'était pas identifié. Merci Marie-Angèle pour ces informations. Eh bien, le fait économique, à présent, nous allons au Bénin où justement le coton demeure le principal moteur de croissance de l'économie béninoise. Eh bien, cette année, ce secteur notamment a enregistré de l'amélioration en ce qui concerne l'économie béninoise. Suivant ce reportage de Judith Kwendo. 4e producteur africain de coton en 2016, le Bénin vient de réaliser un nouveau record de 451 000 tonnes de récolte de coton graines durant la campagne 2016-2017. Considéré comme le premier produit d'exportation du Bénin, le coton fournit près de 40% des devises et fait vivre 325 000 familles béninoises. Le secteur cotonnier reste et demeure le principal moteur de croissance, tant en milieu rural que dans l'économie nationale. Ces dernières années, le pays a enregistré une très forte augmentation du volume de coton graines, qui est passé de 353 000 à 451 000 tonnes aujourd'hui et contribue pour 7 milliards à l'économie nationale. Cette hausse au niveau du Bénin s'inscrit dans une embellie générale du coton ouest-africain, un secteur durement frappé ces 15 dernières années par de violentes chutes des cours conjuguées, selon les pays, à des libéralisations douloureuses, des scandales financiers ou encore des problèmes de gouvernance. Le Bénin reste par ailleurs le sous-secteur agricole le mieux structuré qui garantit aux producteurs un revenu groupé et où les usines d'égrenage de coton ont une capacité totale de 612 500 tonnes. La campagne 2017-2018 s'annonce glorieuse avec de nouvelles réformes, notamment la promotion agricole et bien d'autres structures de l'État intervenant dans le secteur cotonnier. 500 000 tonnes de production sont toutefois envisagées pour cette nouvelle campagne. Judith Kwendo, bonsoir. Bonsoir Patricia. Alors la récolte du coton au Bénin connaît actuellement une embellie. Alors est-ce que là c'est le fruit peut-être des mesures prises par le président béninois Patrice Talon?
Oui, Patricia, disons que les premiers mois de la présidence de Patrice Talon avaient été marqués par une série de mesures témoignant une certaine reprise en main de filière de sa part. Celui qui est l'actionnaire majoritaire de la Société pour le développement du coton, Sodeco, et ancien vice-président de l'association interprofessionnelle du coton AIC, une structure qui réunit les producteurs, les égraineurs et également les distributeurs d'intrants, avait mis fin aux réquisitions des usines d'égrainage de la Sodeco, rétablit l'accord annulé en 2012 qui délègue la gestion de la filière à l'AIC et annulé 19,5 milliards de francs CFA de dettes en souffrance dans la branche cotonnière. Alors, satisfait donc la semaine dernière à l'aune des gros chiffres de la campagne qui vient de s'achever. Et comme je l'ai relevé dans mon récit, cette hausse au Bénin s'inscrit aussi dans une embellie générale du coton ouest-africain, un secteur durement frappé ces 15 dernières années par de violentes chutes des cours conjuguées, selon les pays, à des libéralisations douloureuses, des scandales financiers ou encore, Patricia, des problèmes de gouvernance. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le secteur du coton est un facteur d'enrichissement national au niveau du Bénin ? Au Bénin, Patricia, la filière coton est considérée comme un pilier de l'économie nationale. Cet or blanc béninois n'avait plus connu pareille ascension depuis très longtemps. On peut remarquer qu'au Bénin, la production du coton a servi de base à une économie de la mise en valeur de la colonie du Dahomey de 1950 à 1960. Ensuite, le coton a été considéré comme la base de l'industrialisation de la jeune République du Bénin de 1960 à 1990. Alors, dans 16 pays producteurs d'Afrique de l'Ouest et centrale, la filière coton joue un rôle économique majeur. Patricia, il faut le signaler, environ 2 millions d'agriculteurs produisent en moyenne plus de 2 millions de tonnes de coton graines, soit près de 830 000 tonnes de fibres au taux moyen de rendement à l'égrenage de 41,5% si je ne me trompe pas. Le volume de coton fibre produit par la région représente près de 15% des échanges internationaux. En termes de résultats, le chiffre d'affaires de l'industrie cotonnière de l'Afrique de l'Ouest et centrale se situe entre 500 et 700 milliards de francs CFA. Disons, Patricia, que la filière cotonnière constitue la base même de l'économie rurale et agro-industrielle au Bénin. Sa contribution en termes de valeur ajoutée est estimée à 13% du PIB, de produit intérieur brut du pays. Elle représente environ 70% également de la valeur totale des exportations et 35%, si je ne me trompe pas, de rentrée fiscale hors douane, il faut le préciser. Elle constitue également, Patricia, un outil stratégique privilégié pour lutter contre la pauvreté, sachant que les achats annuels de coton graines représentent environ 70 milliards de francs CFA qui sont versés annuellement à plus de 300 000 exploitants agricoles, assurant ainsi indirectement des revenus monétaires à environ 3 millions de personnes. Alors, le coton est cultivé par environ un tiers des paysans au Bénin et il occupe environ 20%, Patricia, de la superficie, je ne me trompe pas, cultivée. Alors, la production du coton au Bénin ne cesse d'augmenter. On l'a vu à travers cette campagne de récolte au niveau du pays. Depuis le début des années 1980, la production a cru de plus de 20 fois pour arriver à une production nationale d'environ 452 000 tonnes de coton graines aujourd'hui, Patricia. Merci Judith Kendo, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie béninoise. Nous allons à présent au fait environnemental. Eh bien, cette semaine, 23 nouveaux sites intègrent le réseau mondial des réserves biosphères. Eh bien, ces réserves vont donc contribuer à soutenir la science, mais également le développement. Comme nous le précise ici Marie-Angèle Ngono, notre spécialiste maison. Les 6 réserves africaines de biosphère qui font leur entrée au réseau mondial appartiennent aux pays que sont l'Afrique du Sud, le Bénin, l'Éthiopie, le Niger, le Soudan et le Togo. On peut ainsi citer la réserve de biosphère transfrontalière du Mono qui se partage entre le Bénin et le Togo. Elle renferme des mangroves, des zones humides, la savane et les forêts où vivent plusieurs espèces animales, les plaines inondables et les terres agricoles. D'une superficie de 346 285 hectares pour une population d'environ 2,15 millions d'habitants, elle constitue un véritable vivier pour ces peuples, dont les principales activités sont l'agriculture à petite échelle, le pâturage, la sylviculture et la pêche.
Il y a ensuite la réserve de biosphère de Gadabedji au Niger, un territoire de 1,41 million d'hectares situé dans le centre du pays, avec sa mosaïque de savanes, de dépressions, de fosses et de dunes de sable. Sa population appartient à deux principaux groupes ethniques, les Touaregs et les Peuls, avec près de 20 000 habitants, dont la principale activité est le pastoralisme et un mode de vie nomade. Située dans la province du Cap, en Afrique du Sud, la réserve de Garden Route mesure 698 363 hectares. Elle est considérée comme un haut lieu de biodiversité floristique, tandis que la réserve de la forêt de Majang en Éthiopie compte 550 espèces de plantes, 33 de mammifères et 130 d'oiseaux. Quant à Djebel El Hadar au Soudan, l'UNESCO y a recensé 112 espèces végétales, dont la plupart ont un usage médicinal et aromatique, ainsi que 220 espèces d'oiseaux et 22 espèces de mammifères et de reptiles. Alors Marie-Angèle, ces six nouvelles réserves de biosphère, c'est une bonne nouvelle quand même. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique puisque cette décision de l'UNESCO démontre, s'il en était encore besoin, la richesse inestimable de la biodiversité africaine. Donc, ces 6 réserves africaines sont donc la réserve de biosphère transfrontalière du Mono qui se partage entre le Bénin et le Togo, la réserve de biosphère de Gadabedji au Niger, un territoire de 1,41 million d'habitants, d'hectares situés dans le centre du pays, la réserve de Garden Route au Cap en Afrique du Sud et la réserve de la forêt de Majang en Éthiopie et Djebel Hadar au Soudan. Alors qu'est-ce qui a motivé ce classement aujourd'hui ? Et ce qui a motivé ce classement, c'est justement la richesse, comme je l'indiquais, de la biodiversité. On y retrouve des mangroves, des zones humides, la savane et les forêts où vivent plusieurs espèces animales, les plaines inondables et les terres agricoles, les dunes de sable et plusieurs espèces végétales. On n'oublie pas la mosaïque de peuples qui vivent donc dans ces espaces et qui vivent justement de toutes ces richesses, mais dans une utilisation rationnelle. Il faut dire que chaque réserve concilie la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. C'est vrai que Marie-Angèle, c'est la dernière question, on pouvait justement commencer par ça. C'est quoi justement cette réserve de biosphère? C'est quoi ce concept? Il faut dire que selon l'UNESCO, les réserves de biosphère sont des sites d'apprentissage du développement durable destinés à concilier conservation de la biodiversité et utilisation durable des ressources naturelles. L'organisation précise qu'elles sont des sites de soutien pour la science au service de la durabilité, des lieux spéciaux où tester des approches interdisciplinaires afin de comprendre et de gérer les changements et les interactions entre écosystèmes, entre systèmes sociaux et écologiques, y compris la prévention des conflits et la gestion de la biodiversité. De nouvelles réserves sont donc désignées chaque année par le Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère, composé des représentants élus de 34 États membres de l'UNESCO, et cette désignation se fait après les candidatures soumises par les États. Il faut dire que le programme de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère est un programme scientifique intergouvernemental créé au début des années 1970 et vise à améliorer les relations entre les habitants de la planète et leur environnement naturel. Merci Marie-Angèle Ngono. Alors, nous passons aux faits sanitaires qui a donc marqué cette semaine avec cet atelier de validation sur l'audit qui a été donc initié au ministère de la Santé et de la Population. Il était question pour les experts de mieux s'approprier les notions de bonne gouvernance. Suivant ce reportage de Rona Charline Mwekonde. Pour améliorer les performances du système sanitaire du Gabon et répondre aux exigences de bonne gouvernance, l'heure est à présent à l'audit institutionnel au ministère de la Santé après une analyse effectuée au sein de ce département, un effort considérable pour le partenaire. De nombreuses analyses institutionnelles sont réalisées à travers l'Afrique. Elles sont souvent partielles et concernent quelques unités administratives. Très peu de pays ont réalisé des audits complets et le Gabon fait partie à partir d'aujourd'hui de ces pays. Ce rapport de 112 pages, composé de 12 chapitres, fait ressortir les différentes préoccupations de l'heure, les améliorations ainsi que les innovations à mettre en place. Identifié comme l'épine qui fragilise le secteur de la santé, l'audit institutionnel du niveau central sur le ministère de la Santé publique vient donc à point nommé. L'enjeu aujourd'hui est de doter le ministère d'un cadre institutionnel et organisationnel stable et
adapté qui lui permettra de garantir la continuité de la mise en œuvre des politiques et stratégies sanitaires et de jouer pleinement son rôle d'orientation, de régulation, de planification, de supervision, d'habilitation et de coordination de l'action sanitaire dans le pays. Une fois amendé, ce rapport sera soumis pour adoption au gouvernement. Léa Virginie Atsam, bonsoir. Bonsoir Patricia. Alors le fait sanitaire, nous venons de le suivre. Pourquoi aujourd'hui un audit initié au sein d'un organe public notamment? Déjà, il est important de rappeler que l'audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états financiers, par exemple, le contrôle interne, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Alors l'audit fait partie du système permanent de contrôle et d'évaluation au sein des grandes organisations, longtemps cantonnées seulement au secteur privé. Aujourd'hui, la fonction d'audit interne pénètre de plus en plus le secteur des organisations publiques. Et vous savez, Patricia, les attentes vis-à-vis des services publics en termes de qualité et de productivité imposent à ceux-ci une maîtrise sans cesse accrue de leur fonctionnement interne. Alors, dans ce contexte, l'audit se voit attribuer de plus en plus une place de choix parmi les techniques et les outils devant permettre une amélioration de la gestion des organisations publiques. Patricia Mouelé. Alors peut-être revenir sur les enjeux de ce nouveau cadre institutionnel, Léa. D'abord, l'audit a su identifier des occasions d'améliorer l'encadrement global, mais également la coordination du programme du ministère de la Santé publique et de la population au Gabon. Cet audit a permis d'évaluer les performances de ce ministère et fort a été même de constater qu'une des causes de la défaillance de ce secteur sanitaire, c'est le manque d'un outil officiel et de calendrier pour l'évaluation des performances des différentes structures sanitaires. Donc, ces différentes structures sanitaires-là ont pendant longtemps été livrées à elles-mêmes. Elles exerçaient sans aucun contrôle. Donc, grâce à cet audit, on a permis de mettre en lumière ce problème important et qui pousse aujourd'hui les acteurs du secteur sanitaire à réfléchir pour trouver des pistes de solutions et trouver des stratégies, comme par exemple mettre en place un certain nombre d'outils d'évaluation des pratiques professionnelles au sein même des différentes structures et des actes professionnels, parce que vous le savez, l'évaluation de la pratique d'un professionnel de la santé est important parce qu'il correspond à la mise en œuvre des méthodes et outils d'amélioration des pratiques professionnelles dans le cadre d'une démarche individuelle ou collective. Cet audit a permis aussi de relever un autre problème aussi important. Je ne pourrais pas citer tous les problèmes, mais celui du partenariat, par exemple, entre l'ACNAM-GS et le ministère de la Santé. Il n'existe jusqu'aujourd'hui aucun cadre formalisé entre les deux, ce qui fait que bon nombre de problèmes liés à la prise en charge des assurés sont traités coup par coup. Donc, un gros manque de communication a été observé. Ce manque de communication au sein du système sanitaire gabonais est aussi complété comme ça par une défaillance de la transmission au niveau de l'information au sein de ce secteur. On observe vraiment plusieurs dysfonctionnements et c'est la communication qui est le plus gros défaut avec des finances. Et c'est déjà donc aujourd'hui, Patricia, un début de solution d'avoir mis en place ce cadre institutionnel qui est cet audit-là, qui consiste dans ces grandes lignes à établir un diagnostic de l'organisation et du fonctionnement du ministère de la Santé, mais également à formuler les recommandations visant à améliorer sa cohérence interne et externe, mais également son efficacité, son efficience et sa redevabilité, et apporter justement, pour ajouter la qualité et la rigueur à la gestion de ce secteur. Donc cet audit est aussi une façon pour les autorités sanitaires du pays de démontrer leur légitimité, leur crédibilité auprès des populations pour rassurer les populations gabonaises. Merci Léa Virginie Atsam pour ces informations. Nous passons à présent aux faits culturels. Eh bien, 2 faits culturels ont marqué cette semaine. D'abord, nous allons au Burkina Faso où justement un film retrace aujourd'hui l'exode des Burkinabés en 2002 en Côte d'Ivoire. L'histoire a donc inspiré le réalisateur Saint-Pierre Yameogo qui en a fait un film. Revenons sur ce reportage de Roland Diakou.
Mêlant fiction et drame contemporain, Pierre Yamé Ogo décrit en 90 minutes la descente aux enfers d'un village ivoirien, essentiellement peuplé de planteurs burkinabés, contraints par la guerre d'emprunter le chemin de l'exil. À l'aide de longs plans, on y voit la misère d'un camp de déplacés où se côtoient la solitude, l'errance, la maladie et la mort. Pendant et après la crise ivoirienne, donc ils ont décidé, croyant qu'ils allaient trouver ici une hospitalité dans leur bailli, dans leur patrie. Et ils sont arrivés, ils ont été désenchantés. La carte de réfugiés, ça c'est la canon. Mamnim Baïri, les réfugiés. Hey, on ne sait pas. S'il évoque les viols et les raquettes perpétrées par les ex-rebelles ivoiriens, le film n'a rien d'un pamphlet contre le pouvoir d'Abidjan, encore moins contre le régime du nouveau président de Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Pour le réalisateur, il est question de reconnaissance morale. Les Béninois, tous les gens de la sous-région risquent de gagner. Ce n'est pas de l'argent dont je parle. C'est aussi une reconnaissance morale. Dans cette critique au vitriol d'une société déchirée ou seule contre la survie, les femmes payent le prix fort. Le film rend hommage à leur courage et raconte leur calvaire, notamment lors de la traversée de la frontière. Pour des raisons politiques, ce long-métrage avait été écarté sans ménagement de la sélection officielle de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est déroulé du 28 février au 4 mars dernier dans la capitale burkinabé. Le spécialiste culture de Canal 7 est sur ce plateau. Bonsoir Roland Diaco. Bonsoir Patricia. Alors ce film, que voit-on dans celui-ci ? Alors, il faut dire déjà, Patricia, que ce long métrage, c'est de Pierre Yanego, Saint-Pierre Yanego, décrit en 90 minutes la descente aux enfers d'un village ivoirien peuplé essentiellement de Burkinabé, un village d'ailleurs dans lequel on voit que des habitants burkinabés vivent de la solitude, de l'errance, des maladies et même de la mort. Il faut dire que ce film parle de ces Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire et qui étaient contraints pendant les violences post-électorales de 2002, de rentrer chez eux au Burkina Faso, un pays qu'ils n'ont pas connu, un pays qui ne les a pas vus naître. Donc c'est difficile pour ces personnes de retourner dans un pays qu'elles ne connaissent pas. Donc il faut dire que c'est un film qui parle un peu de cette période-là, une période triste pour les deux pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, une période qui est restée comme une marque indélébile dans la tête de certains Burkinabés. Donc ce film-là parle de cette époque-là, parle de cette manière dont certains Burkinabés qui sont rentrés chez eux, qui ne connaissaient pas le pays, sont confrontés à des violences, même à des raquettes par rapport, ou encore à l'arrivée dans leur pays par des policiers. Donc c'est un film qui non seulement parle de la fiction, c'est un film fait de fiction, mais de drame contemporain. Il faut dire que Saint-Pierre Yanego a essayé de mettre au devant de la scène la réalité, ou encore ce qui s'est passé en cette période de 2002 concernant les Burkinabés qui résidaient en Côte d'Ivoire pendant cette période et qui étaient obligés de retourner dans leur pays, même s'ils ne le connaissaient pas. Alors peut-être la question de savoir aussi pourquoi cette production n'a pas été diffusée au FESPACO. Bon, il faut dire, Patricia, que c'était pour des raisons essentiellement politiques. Essentiellement politique parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. On parle de deux pays qui se connaissent et qui, à un moment donné, a eu une période de crise de tension. On parle de cette guerre qui a créé, comme je le disais tantôt, une marque indélébile dans la tête de certains Burkinabés. Alors, il faut dire que pour certains, ça sonne comme un pamphlet contre le pouvoir d'Abidjan, géré par Alassane Dramane Ouattara, ou encore du pouvoir de Ouagadougou, géré par Roch-Marc Christian Kaboré. Il faut dire aussi que le Burkina Faso avait déjà amorcé la période de réconciliation avec la Côte d'Ivoire. Donc ce n'était pas facile pour les organisateurs du FESPACO de pouvoir trouver une plage pour la diffusion officielle de ce film-là lors de cet événement du film panafricain. Donc c'était un peu comme une censure, mais pour des raisons essentiellement politiques. Parce que quand on amorce une phase de réconciliation avec un pays, c'est pas souvent bien de creuser ou encore d'appuyer là où ça fait mal. Même si le film de Saint-Pierre Yanego ne décrit que la réalité de ce qui s'est passé, ça ne méritait pas d'être critiqué comme ça, mais pour éviter des tensions encore du côté des Burkinabés et du côté des Ivoiriens, parce que c'est une période qui n'est pas très digeste à ressasser. Donc du coup, c'était pas facile pour les organisateurs de trouver une plage pour la diffusion de ce film. Du coup, c'est pas que le film n'était pas de bonne qualité, mais c'est
juste que pour éviter des fictions encore entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Surtout, il faut rappeler que cette 25e édition de FESPACO avait la Côte d'Ivoire comme l'invité d'honneur. Donc ce n'était pas déjà propice de pouvoir trouver une plage pour diffuser ce film Bahiri de Pierre Yanego. Alors, Roland, ce film Bahiri a quand même remporté également un prix au niveau du Maroc. Pourquoi ce film ne soulève pas autant d'enthousiasme ? Parce que chacun peut prendre sa position, la position qu'il veut face à ce film, Patricia. Bahiri, la patrie, et c'est, comme je le disais tantôt un peu plus haut, c'est l'histoire, c'est ce qui s'est réellement passé. On a fait des films sur l'esclavage, on a fait des films sur Patrice Lumumba, par exemple. Ce sont des films vrais, ce sont des films qui parlent des histoires qui sont passées pour la postérité, pour des personnes qui viendront en arrière, pour savoir exactement ce qui s'est passé en cette période de 2002. L'histoire nous renseigne, d'accord, mais aujourd'hui, le cinéma nous renseigne, nous enseigne beaucoup plus. Donc il faut dire que ce film de Pierre Yanego, qui est d'ailleurs un réalisateur très controversé de Burkina Faso, est un film qui retrace cette histoire-là. Alors chacun prend la position de critique, chacun peut censurer le film à son niveau. Donc, et ça ne retrouve pas aussi beaucoup d'engouement parce que des salles ne l'ont pas aussi tellement diffusé. Parce que dès qu'un film n'a pas été diffusé au FESPACO, on trouve qu'il y a un problème, un véritable problème. Et il faut comprendre le fond. Comme je l'ai dit, c'était un problème purement politique. C'était un problème purement politique, raison pour laquelle le film n'a pas été diffusé à la 25e édition du FESPACO. Mais toujours est-il que l'un des géants ou encore l'une des grosses boîtes de la télévision mondiale, Canal+, pour ne pas citer, avait racheté une partie des droits de diffusion de ces films, mais qui finalement n'avait pas diffusé, parce qu'il faut rappeler le rôle que Bolloré a joué aussi lors de cette période 2002, qui a soutenu l'ancien président Laurent Gbagbo, qui est parti du pouvoir en 2011. Donc il faut dire qu'il y a justement des choses qui se font de manière très... Il faut prendre ce film-là avec des pincettes, même si c'est la vérité, et qu'on demande à ce que la vérité soit restituée pour la postérité, même si on veut que des histoires qui se passent sur le continent africain puissent être retranscrites sur des écrans à travers des scénographies, parce qu'il faut dire que le cinéma africain, d'une manière ou d'une autre, raconte notre histoire. Et vous vous souvenez, Patricia, j'étais passé sur ce plateau pour dire que ce serait bien pour que des réalisateurs africains parlent des histoires africaines pour le peuple africain. Et si ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne peut pas être classé comme par exemple une histoire à censurer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on puisse laisser aux générations, aux jeunes générations ou encore à nous-mêmes de regarder ce film et de comprendre comment les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire et qui n'étaient jamais repartis au Burkina Faso se sont vus contraints de retourner dans un pays qu'ils ne savaient pas. On parle d'un total recommencement, on parle des difficultés qu'on peut rencontrer dans un pays quand on y va et qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend d'ailleurs pas même la mentalité. Donc du coup, c'est ce que ce film-là retrace. Et si des personnes trouvent que ça ne soulève pas assez d'engouement, c'est parce que certains dirigeants ne veulent pas, pour des raisons purement politiques, diffuser ce film à l'écran. Mais pour moi, pour certains analystes et certains critiques de cinéma, c'est un film qui mérite d'être regardé. Et Pierre Yanego, malgré le fait qu'il soit un réalisateur très controversé dans son pays, le Burkina Faso, ne cesse de mettre à l'écran des histoires qui parlent du continent. C'est toujours avec passion que vous venez nous parler de la culture. Vous ne partez pas, Roland Diakou, d'un film à un autre. Eh bien, Woulou, le nouveau polar, est un nouveau film qui retrace aujourd'hui une jeunesse africaine qui est aujourd'hui trempée dans la drogue. Le film a donc remporté le prix du public au 36e Festival international d'Amiens. Et c'est en France. Nous revenons sur ce reportage de Roland Diakou. Prix du public au 36e Festival international du film d'Amiens, sélection officielle au TIFF, Toronto International Film Festival, catégorie compétition au film francophone d'Angoulême, prix de la meilleure interprétation masculine au FESPACO, ce long métrage excitant et magnifique jongle entre un portrait d'une certaine jeunesse africaine sacrifiée et la faillite de l'État provoquée par le trafic de drogue. Truffée d'action et d'ambiance imprégnée de la vie à Bamako, cette œuvre est une véritable réalisation digne de notre temps. Ladji, interprété par Ibrahim Koma, a 20 ans. Il travaille dur comme apprenti chauffeur à Bamako. Lorsqu'on lui refuse une promotion qu'il estime avoir largement méritée, il décide de contacter Driss, un leader de drogue qui lui doit une faveur. Avec 2 compères, Ladji plonge ainsi dans l'univers du trafic de cocaïne. On en fait 3 ou 4 par mois. On se tape plus qu'un ministre. Non, c'est toi le petit malin qui en a fait quoi. Choisis bien tes associés. Hein.
En bambara, Woulou signifie chien. Mais Woulou a également un sens imagé qui colle encore mieux aux propos car il fait référence à un rite initiatique composé de 6 niveaux, celui du chien constituant l'ultime étape permettant de valider le parcours. Personnage central, anti-héros à la moralité compréhensible, Ladji devient en quelque sorte le porte-parole mutique d'une jeunesse en mal de repère, réduite aux expédients pour s'en sortir, jusqu'à si nécessaire, basculer dans l'illégalité. Alors Roland, ce nouveau film, parlez-nous-en. Ben voilà, on passe d'un film à un autre, le 7e art africain, et qui est à l'honneur cette semaine dans le 77 News. On parle de Woulou, ou encore la dérive d'un jeune Malien vers le narcotrafic. Il faut dire que Ibrahim Koma, qui joue le rôle de Ladji dans ce film-là, d'ailleurs qu'on a vu dans le film des Crocodiles du Botswana, pour ceux qui ont regardé le film, ces personnes comprendront qu'il joue bien son rôle. Il incarne le personnage qu'on lui a donné. Donc il raconte l'histoire de ces jeunes Africains, parce que ce n'est pas son histoire à lui, même si le réalisateur lui a donné la possibilité d'interpréter un personnage, Daouda Coulibaly, pour ne pas le citer, le réalisateur de ce long métrage. Donc il faut dire que ce jeune retranscrit l'image ou encore l'histoire de la jeunesse africaine. Une jeunesse africaine qui se retrouve en manque d'emploi et qui doit se battre pour s'en sortir, qu'importe les moyens. Actuelle, exactement, qu'importe les moyens. Donc, vous voyez une fois de plus, Patricia, on se retrouve encore dans une histoire vraie qui est retranscrite sur les écrans et qui mérite aussi d'être regardée. Parce qu'il faut dire que ce thriller politique décrypte la crise que traverse le Mali aujourd'hui, un pays qui est gangréné par la corruption, affaibli par le terrorisme et les trafics en tout genre. Déjà, la semaine dernière, on parlait de nos frères ou encore de cette attaque djihadiste au Mali. Donc, il faut dire que c'est un pays qui connaît tout cela. Et dans le film de Woulou, Daouda Coulibaly veut attirer en même temps l'attention des gouvernants sur le manque d'opportunités que la jeunesse africaine peut avoir et des dérives aussi que ça peut causer. Parce qu'il faut dire que Ladji ou encore Ibrahim Koma, pour rester avec son vrai nom, c'est quelqu'un qui, après avoir joué le rôle de boy chauffeur, comme on dit, pour rester dans le jargon beaucoup plus cartésien, pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit ici, c'est que Ladji, qui joue le rôle de bon chauffeur, s'est dit, il est temps qu'il puisse être chauffeur et propriétaire d'un bus. Mais après, qu'on lui dise, non, tu ne peux pas être propriétaire d'un bus, il s'est offusqué. Donc, une promotion qu'il pensait pour lui mériter à bon escient, parce qu'après avoir fait plusieurs années comme bon chauffeur, il estime qu'il est temps qu'il puisse gagner un bus et pouvoir devenir chauffeur. Mais après, ce n'est pas le cas. Le patron refuse de lui donner un bus et il se retourne vers un ami qui lui était redevable. Je veux travailler. Et on lui demande de transporter de la drogue. Qu'importe le moyen, il veut s'en sortir. C'est ça, c'est aujourd'hui l'image de la jeunesse africaine. C'est pas une jeunesse qui veut à chaque fois prendre le large et qu'on retrouve sur la Méditerranée ou encore dans le fond de la mer, parce que ces jeunes veulent aller en Europe pour espérer trouver l'Eldorado. La jeunesse africaine, c'est celle-là qui veut se battre, qui veut juste avoir des opportunités, pour pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'affirmer. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Le cas, pour rester dans le cadre du Mali, parce que c'est dans ce pays où tout se passe, Ina Moudia, qui est une vedette de la musique malienne, et Ibrahim Koma, qui est une star de la télévision, sont des deux personnages clés de ce film-là, qui, à un moment donné, mériterait que certains gouvernants puissent comprendre et regarder et comprendre exactement c'est quoi ce que la jeunesse africaine demande pour pouvoir occuper une place de choix aussi dans la société. Alors Roland, puisque vous parlez tellement de cette jeunesse africaine, est-ce que vous pensez que cette jeunesse peut être conscientisée par ces productions africaines? C'est l'objectif, Patricia. De toutes les façons, c'est l'objectif. Parce que que ce soit Daouda Coulibaly ou bien d'autres réalisateurs sur le continent africain, ces personnes prennent le temps d'observer le milieu africain, d'observer la vie africaine et de pouvoir mettre à l'écran ce que nous vivons. Et si à un moment donné, on refuse d'être conscientisé, parce que accepter d'être conscientisé, refuser sont des choses vraiment totalement différentes. Il faut dire que si à un moment donné, on regarde ce film de Woulou, la dérive d'un jeune Malien vers le narcotrafic, on comprendra tout de suite qu'il y a un véritable problème. Et ça conscientise. D'une manière ou d'une autre, ça conscientise. Donc c'est d'ailleurs l'un des objectifs de Daouda Coulibaly. Je pense qu'il a gagné
il a gagné son pari en faisant venir Ibrahim Koma dans ce film-là, qui est d'ailleurs un jeune Africain qui a fait ses preuves, comme je l'ai dit, dans le Crocodile Botswana, et qui a non seulement toute une jeunesse qui le soutient, mais qui permet aussi aujourd'hui à ce que, par exemple, moi qui ai regardé ne serait-ce que le trailer de ce film-là, en le regardant tout simplement, ça me donne la chair des poules. Donc il va falloir qu'on puisse comprendre qu'on a besoin d'opportunités. Vous faites tellement la promotion du cinéma africain, c'est peut-être la dernière question. Comment se porte justement ce cinéma africain aujourd'hui? Très bien, je réponds par l'affirmatif. Très bien, parce qu'il y a assez de films qui sortent tous les jours. Il faut parler de Nollywood, de Gallywood, qui est aujourd'hui au niveau de Ghana, ça grimpe, ça monte vraiment en puissance. Il y a des films qui se font dans la zone francophone, dans la zone anglophone du continent africain, et des films qui parlent de notre histoire. C'est là toute l'originalité du 7e art africain, parce qu'on parle de l'histoire de l'Afrique, et qui concerne des Africains et pour des Africains, et d'ailleurs réalisé par des Africains. Donc c'est ça, tout un challenge qui est réussi, et à chaque fois, on a envie d'avoir autant de festivals sur le continent qui valorisent ces réalisateurs et qui valorisent le savoir-faire africain en matière de 7e art. Merci Roland Djakou, le passionné de l'art africain. C'est également par ces deux faits culturels que nous refermons ce 7/7 News. Merci encore de nous avoir suivis. C'était là le travail de toute la rédaction de Canal 7. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne panafricaine.